Jean-Luc Mélenchon qui croise le président de la République à Marseille et puis qui tend la main à l'aile gauche du Parti Socialiste, le Parti Communiste qui prépare son grand rendez-vous annuel de la Fête de l'Humanité, le président de l'Assemblée nationale qui devrait changer, et puis eh bien, dans quelques mois maintenant, les élections européennes. C'est avec Stéphane Peu que nous sommes ce matin, qui est député communiste de la Seine-Saint-Denis. Stéphane Peu, bonjour. Bonjour. Alors, ça a fait le buzz partout. Jean-Luc Mélenchon qui, publiquement, s'en prend au président de la République, dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait jamais eu. Et puis, quelques minutes après, il le croise sur le Vieux-Port, à Marseille. Et il se fait beaucoup plus mielleux, gentil. Comment vous analysez ça ? Bon, d'abord, j'ai du mal à imaginer que la rencontre soit fortuite. Ouais. Je pense que tout ça a été un petit peu préparé. Calculé. Et quand on met le pied ou le doigt dans des opérations de communication, surtout du président de la République, en principe, on a tout à y perdre. D'une manière générale, des opérations de communication artificielle. Et visiblement, c'en était une. Donc, Mais dire que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait jamais eu, c'est pas un peu exagéré, ça ? Dire que c'est le plus grand xénophobe ne correspondait pas à la réalité, même si la loi asile immigration, et même si Macron fabrique lui-même une opposition factice entre lui et Orban et Salvini, parce que finalement tout ça, ce sont les revers d'une même médaille. Donc il y a un lien entre la politique que mène Macron et la montée des populismes. Mais ça n'en fait pas pour autant le plus grand xénophobe. Par contre, je suis pour la courtoisie républicaine. Moi, j'ai déjà accueilli le président de la République à Saint-Denis. Je lui dis bonjour, je suis courtois. Ouais. Enfin, c'est un minimum. Mais voilà, il ne faut pas tomber dans le piège des opérations de communication. Alors, on a le sentiment aussi que Jean-Luc Mélenchon a un peu changé de pied, parce qu'il était très solitaire une première année, il appelait à la révolte dans la rue, et puis là, il tend la main à ceux qu'il considérait comme des adversaires, c'est-à-dire une partie du Parti Socialiste, en leur proposant d'ailleurs un pacte, 4 révolutions, la planification écologique, la rupture avec les traités européens, le refus des accords de libre-échange, le protectionnisme solidaire. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Moi, je suis assez d'accord et je me félicite de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon parce que on ne peut pas d'abord laisser la gauche dans un état de ruine tel qu'elle est. Il va bien falloir prendre Elle est en ruine, bien sûr. Le Parti socialiste est en ruine. Le Parti communiste a du mal à s'imaginer un avenir. La France insoumise était forte mais isolée. Il faut bien prendre des initiatives. Et c'est bien que celui qui est maintenant central au sein de la gauche, c'est le résultat des élections présidentielles et législatives. Il est central parce qu'il est premier. Et donc, c'est bien qu'il prenne l'initiative d'essayer de rassembler et de ne pas seulement demander à se rallier à son panache blanc. Ça, c'est une bonne chose. Et ce d'autant que moi, ce que je crains, je crois qu'Emmanuel Macron va échouer. Je pense que c'est inscrit, que sa politique ne peut rencontrer que l'hostilité du plus grand nombre, même si pour l'instant les Français ont été plutôt attentifs. Je pense que l'hostilité va monter. Et je ne souhaite pas, et je m'inquiète pour mon pays, que d'ici à 2022, qui va venir très vite, c'est dans 4 ans, la seule alternative à Macron, au président de la République, soit une alternative à l'italienne. Et donc il est de la responsabilité de la gauche de se restructurer, de se Cette rassembler. Gauche, il faut qu'elle soit unie, ça va des écologistes aux communistes, en passant par la France insoumise, et vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. On a d'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on a travaillé la motion de censure au mois de juillet. J'étais de ceux qui l'ont négociée et qui l'ont expliqué à la tribune de l'Assemblée. Et je pense qu'il faut que la gauche se rassemble, qu'elle se clarifie sur ses objectifs. Il faut sans doute revenir. Et que le Parti social... Le Parti communiste est d'accord avec ça ? Alors, pour l'instant, on n'est pas tous d'accord. À l'intérieur du PC, vous n'êtes pas tous d'accord. On va avoir un congrès au mois de novembre. J'espère que ce congrès clarifiera un certain nombre d'orientations pour Vous êtes plutôt d'accord, mais d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire que moi, je regrette... Pierre Laurent, par exemple. Pierre Laurent, pour l'instant, est plutôt sur l'idée... Il oppose, à mon avis, de manière inutile, l'existence d'un parti communiste à l'avenir et des alliances avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je crois que, et c'est d'ailleurs si j'ai bien compris, ce que fait Emmanuel Morel au Parti Socialiste, c'est-à-dire on peut exister, garder son identité, travailler à sa spécificité, mais surtout
privilégier le rassemblement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, face à la violence sociale de la politique d'Emmanuel Macron, faire de la fine bouche sur le rassemblement nécessaire. Ce rassemblement, il doit se faire derrière Jean-Luc Mélenchon ou derrière un autre ? Je pense qu'il doit se faire derrière personne. Enfin, on doit se rassembler, se respecter. Et Jean-Luc Mélenchon avait, de ce point de vue, des évolutions à faire qu'il est en train de faire. Mais bon, qu'on le veuille ou non, la France insoumise est devenue une force centrale. Comment ça va se passer pour les européennes ? Vous allez faire liste unique ou vous alliez... Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en liste, là, Yann Brossat, qui a dit « Moi, je veux bien tenir la liste ». Vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas trop. Moi, j'avais compris avant l'été que Yann Brossat était désigné comme un chef de file des communistes pour les élections européennes de façon à discuter, à faire une liste de rassemblement. Ouais. Et je rentre en septembre et je m'aperçois qu'il n'est plus le chef de file, il est devenu la tête de liste. Oui. Et donc, je pense qu'il y a une précipitation. Les élections européennes, c'est quand même dans 9 mois. Oui. Ça permet de se donner au moins les 3 prochains mois pour discuter. Et je n'ai pas le sentiment que c'est dans ce sens-là que ça s'oriente. Et je le regrette. Parce que franchement, si la gauche arrive aux élections européennes avec 3, 4, 5 listes différentes, alors qu'elle est toute rassemblée à 35% des voix, enfin franchement... Ça va être la gauche confetti. Ça va être la gauche confetti et ça va être surtout une grande source de désespérance pour l'électorat de gauche dans notre pays. Alors de quoi il va être question justement à la fête de l'Humanité ? Parce que c'est un rendez-vous important, donc qui a lieu ce week-end, organisé notamment par le journal L'Humanité. Il va y avoir des voix dissonantes. Comment ça va se passer ? Qui est-ce qui fait le grand discours ? Il y aura pas. Il y aura le grand discours, c'est Pierre Laurent. Mais le secrétaire national du parti. Le secrétaire national. Non, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de voix dissonantes parce que si vous voulez, ce qui va être au cœur de la fête de l'Humanité, c'est tous les combats sociaux qu'il nous faut mener en cette rentrée. Ouais. Les retraites, la situation dans l'éducation nationale, l'hôpital public, qui est au cœur d'une tournée, d'un tour de France qu'ont organisé les députés communistes au printemps, et qui, le plan pauvreté, qui sera annoncé d'ici la fête de l'Humanité et qui fera sûrement l'objet d'un certain nombre de débats. Donc, ça, c'est jeudi. C'est jeudi. Donc, si vous voulez, la fête de l'Humanité, ça va d'abord être au service de la construction des mobilisations sociales qu'il nous faudra mener pour contrecarrer... Et vous appelez à des manifestations, vous appelez à la grève ? On soutiendra l'appel à la grève qui est prévu début octobre. Derrière les syndicats, alors ? CGT, notamment ? Toujours. Ouais, toujours derrière. La place des politiques, elle est de venir en soutien aux organisations syndicales et pas de les suppléer. Alors, il y a actuellement la préparation du budget, le gouvernement y travaille énormément, donc des réductions financières, des réductions de postes de fonctionnaires également. Il y a quelque chose qui a fait beaucoup bouger ce week-end et beaucoup parlé, c'est ce qui se passe au ministère des Sports, avec une baisse de beaucoup de pourcentage du budget, mais aussi la suppression de 1600 postes, grosso modo, de directeurs techniques nationaux. Vous redoutez tout ça ? Bien sûr. Enfin, si je prends juste la question... Il faut bien faire des économies, Stéphane Peu. Oui, mais d'accord, mais à ce moment-là... Il ne fallait pas être candidat pour accueillir les Jeux Olympiques. Oui. Si on veut faire des économies jusqu'au bout. Non, on fait où des économies ? Il ne faut pas toucher à la police, il ne faut pas toucher à l'éducation nationale, il ne faut pas toucher... Ah, mais moi, je pense que réduire le périmètre de l'intervention publique dans notre pays, alors que personne n'est capable de nommer les services publics qui seraient... sur lesquels il serait possible de faire des économies, est une grande supercherie et on ment aux Français. Parce que finalement, je sors du ministère de l'Intérieur où j'étais en réunion pour parler de la police en Seine-Saint-Denis, qui est en difficulté, qui est un problème majeur. Le Figaro fait tous les ans un classement des villes ou des départements les plus criminogènes et à chaque fois, la Seine-Saint-Denis se retrouve en tête. Et pour autant, on a moins de policiers qu'il y en a à Paris ou qu'il y en a dans d'autres endroits de France. C'est ce qu'a mis en avant le rapport du député républicain Cornu-Gentil. Donc, on ne va pas faire des économies à l'hôpital, on ne va pas faire des économies dans la police, ni dans la justice, qui est également exsangue. Donc les grands services publics, les grandes missions régaliennes de l'État doivent être menées et doivent être renforcées. Mais est-ce que c'est le cas ? Ça doit être le cas partout. La Seine-Saint-Denis, vous êtes d'accord pour dire que c'est un département sinistré ? Mais si vous voulez, ce que j'observe que on dit à l'aveugle qu'il faut faire des économies sur les services publics, je ne le crois pas, quand par ailleurs on va finir le CICE,
qui a été une aide de 99 milliards entre 2014 et 2019 aux entreprises sans contrepartie. De la même façon, on va vendre à l'aéroport de Paris, je vais être mobilisé sur la loi Pacte contre la privatisation d'aéroports de Paris. On dit qu'il faut dégager de l'argent pour un fonds de l'innovation, mais je rappelle quand même que le CICE était censé être un abaissement de charges qui permettait d'investir dans la recherche et le développement et l'innovation. Il n'en a rien été, ça a fait exploser les dividendes, mais ça n'a pas été réinvesti dans les services publics sont en danger avec Emmanuel Macron aujourd'hui? Ah oui, clairement. Vous savez, les ultra-libéraux comme Emmanuel Macron, ils aiment ni la loi, ni l'État, ni la règle. Voilà. Leur modèle, c'est un peu le chacun pour soi. Alors, on est dans un pays qui a une histoire, où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, même si le monde d'Emmanuel Macron est un monde qui est assez inculte sur le plan politique et sur le plan historique. Moi, je définis souvent mes collègues, le groupe parlementaire, En Marche de trois manières. C'est la dévotion à un homme, c'est le libéralisme financier érigé en dogme et c'est l'inculture politique et historique. Or, ce pays, il faut le respecter. Il faut respecter son histoire, il faut le réformer. Il faut le respecter. Et dire ou reprendre à son compte... Il ne parle pas de réforme, lui, il parle de transformation. Oui, il parle même de révolution, pourquoi pas. Enfin, il a même écrit un livre intitulé Révolution. Comme ça. Mais en fait, il ne fait que mettre en œuvre de manière accélérée des recettes qui sont mises en œuvre depuis une trentaine d'années et qui ont conduit à l'échec. D'accord. Il y aura un nouveau président de l'Assemblée nationale, parce que François de Rugy est parti au ministère de l'Environnement, de la transition écologique, pour être plus précis. Monsieur Richard Ferrand, c'est quelqu'un que vous appréciez comme président, qui pourrait être... Il n'est pas encore choisi. Bon, je pense que ce sera... Votre groupe va présenter un candidat ou pas? Non, nous, on ne présentera pas de candidat. Moi, j'aurais souhaité qu'après la motion de censure commune des trois groupes de gauche à l'Assemblée, on présente une candidature commune. Mais bon, tout ça a été un peu trop tard. Difficile? Et non, pas difficile, mais trop tard. Le calendrier ne vous permettait pas de le faire. Donc non, on ne présentera pas de candidat, mais on ne votera pas pour Richard Ferrand. Et quitte à choisir Richard Ferrand, vous auriez préféré une femme comme Madame Pompili? C'est pas mon problème. C'est pas votre problème. On continue avec Stéphane Peu et Jean-Baptiste Semerjian qui nous rejoint dans les studios pour poser vos questions, chers internautes. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Stéphane Peu. Bonjour. Une première question de Griff. Griff s'étonne qu'un communiste comme vous joue au loto du patrimoine. Selon lui, c'est un jeu néolibéral. Vous avez joué au loto du patrimoine? Sur vous l'avez Twitter, fait savoir? Oui, je l'ai fait savoir. Ça a une petite histoire. Il se trouve que je me suis beaucoup battu au moment du débat sur la loi Elan, la loi logement, contre la suppression du rôle des architectes des bâtiments de France. Dans les zones réservées, c'est ça. Et je suis élu d'une ville où il y a une basilique des rois de France, un Carmel, de l'habitat insalubre, et on peut... J'en ai la preuve sous les yeux et j'en ai fait la démonstration comme élu local. On peut respecter le patrimoine et se soumettre aux exigences des architectes de bâtiments de France et faire de la résorption de l'habitat insalubre dans des délais corrects. Donc c'est un très mauvais procès qui est fait aux architectes des bâtiments de France et dans le patrimoine. Et j'ai compris, je m'étonnais que Stéphane Bern ait été aussi silencieux au moment du débat sur la loi Elan, et je me suis fait féliciter de la manifestation publique de ces inquiétudes. Et pour aller jusqu'au bout dans le soutien à Stéphane Bern, je vais même acheter un billet de loto. D'accord. Ixoceta affirme que l'on va vers un apartheid urbain et territorial si on ne réagit pas grâce à la politique du logement. Vous êtes d'accord? Ah bah oui. Apartheid, vous le comprenez dans quel sens? Dans le sens du séparatisme social et du séparatisme territorial. Vous savez, le premier qui a utilisé ce mot-là, c'était Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre de l'Intérieur en 98-99. Il avait dit, attention, en Île-de-France, parler surtout de l'Île-de-France, telle que se développe cette métropole, on va, par le séparatisme, vers un apartheid urbain et social. Mais depuis 98, tout s'est aggravé de ce point de vue. Tout. Cette loi Elan, c'est une mauvaise loi? Ah oui. Très mauvaise. C'est la loi logement. C'est l'affaiblissement du secteur des HLM. On a une crise du logement dans nos pays. Puis, elle a à peine voté qu'elle produit déjà ses effets, parce que ça a créé tellement d'inquiétudes dans le secteur du logement que les chiffres du premier semestre des permis de construire est le plus catastrophique depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on n'avait pas connu une baisse aussi importante des permis de construire. Ça veut dire que la confiance est rompue, les investisseurs? Bien sûr, vous vous rendez compte, on a un chiffre qui est équivalent au premier mois de la crise financière de 2008. D'accord.
On reste sur la Seine-Saint-Denis. James Loney, il dit « J'habite Saint-Denis, même si je n'ai jamais souffert d'actes homophobes, y assumer son homosexualité est un combat du quotidien. » Est-ce que vous avez des actions, vous, en tant que député, contre l'homophobie ? Oui, bien sûr. Et je pense qu'il a raison, mais il ne me semble pas que ce soit une spécificité de Saint-Denis. Il parle de Saint-Denis, lui, oui, spécifiquement. Oui, bien sûr, parce qu'il y vit. Mais malheureusement, on a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est un problème qui existe. Vous, au Parti communiste, qu'est-ce que vous faites, précisément ? De défendre à chaque fois qu'elles sont mises en cause les libertés fondamentales de chacun, et notamment la liberté de ses orientations sexuelles, bien sûr. Encore une question sur Saint-Denis. Sur le site du Figaro, aujourd'hui, Christiane regrette la saturation des femmes enceintes sans abri à la maternité de Saint-Denis. Oui. Il y a un problème à la maternité de Saint-Denis ? Il y a un problème en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire qu'il y a une telle crise de l'hébergement d'urgence qu'aujourd'hui, le système est tellement saturé que vous avez des femmes qui sortent de la maternité avec des nouveau-nés qui se retrouvent à la rue. Il y en a beaucoup. Dans la ville de Saint-Denis ou dans le département ? Dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On rejoint la question de la crise, de la crise du logement et du budget. Il y a une crise majeure du logement dans notre pays qui touche les couches moyennes, les couches supérieures, mais en premier lieu les plus modestes. Et il faut un grand plan de relance et de construction et d'hébergement. Et c'est exactement le chemin inverse que prend le gouvernement. Dernière question. Richard, assez compliqué. Richard vous demande pourquoi vous êtes allé à l'université d'été de la France Insoumise alors que Mélenchon dit que les communistes sont la mort et le néant. La mort et le néant, ça vient d'un SMS envoyé à Pierre Laurent, par Jean-Luc Mélenchon. Oui, bon, je connais toutes ces bisbilles. Il a même dit, il paraît que le président de la République était xénophobe. Donc, oui, mais après, moi, si vous voulez, je pense qu'on peut toujours se disputer à l'infini sur ce qu'ont dit les uns et les autres dans l'histoire récente ou moins récente. Après, la question, c'est est-ce que dans notre pays, d'ici à 2022, quand les gens seront majoritairement hostiles à Emmanuel Macron, ils auront comme seule alternative une situation à l'italienne, ou est-ce qu'il y aura une gauche qui aura réussi à se reconstruire et à proposer à un pays une alternative ? Vous êtes d'accord avec les positions de Jean-Luc Mélenchon sur l'immigration en disant pointe trop d'enfants, attention, ça peut nuire à l'emploi, ça peut nuire au niveau des salaires, qu'il y ait trop de migrants ? Bon, moi, j'ai pas tout à fait entendu ça comme ça, mais enfin, bon, peu importe. Mais je comprends deux choses. D'abord, c'est vrai que la mondialisation pèse sur les salaires. Mais je ferai remarquer que ça pèse surtout par les délocalisations d'entreprises. Le fait qu'on produit plus ici, qu'on produit ailleurs, pour des raisons de coût du travail beaucoup plus élevés. Donc il y a bien des normes, et je discute régulièrement avec Bernard Thivault, qui est maintenant au Bureau international du travail à Genève, et il faut quand même faire élever les normes sociales au niveau international. Après, oui, quand je vois les patrons de la restauration dire cet été qu'il faut davantage les autoriser à recruter ou être moins dur sur l'embauche de gens en situation irrégulière, je me dis qu'il y a quand même une contradiction majeure au sein du patronat entre la volonté de recruter des sans-papiers et sans être sanctionnés, et puis un discours par ailleurs qui se veut très légaliste. Donc les propos de Jean-Luc Mélenchon ne vous choquent pas ? Non, ils ont été comparés à la patronne, au propos de la patronne de Die Linke en Allemagne. Non, parce que moi je me suis retrouvé aussi dans l'hémicycle au printemps dernier et au mois de juillet sur la loi Asile-Immigration, et il y a eu une position extrêmement claire de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise sur cette loi, qui était une loi qui confondait l'asile et l'immigration d'ailleurs, entre nous soit dit, qui en faisait deux sujets semblables alors qu'ils sont tout à fait distincts, et puis qui critiquait en ce sens qu'Emmanuel Macron, en se plaçant comme le principal adversaire de Orban et de Salvini, fait une supercherie, parce que finalement, c'est avant tout les dégâts du libéralisme sur les couches populaires qui créent la montée des populismes, et pas... Donc le populisme de droite n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon ? Non. Ni avec le Parti communiste ? Encore moins. C'était Stéphane Peu qui était notre invité. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers internautes. Merci Jean-Baptiste Semerjian. Merci aux internautes. De vous être fait le traducteur et l'interprète de nos interlocuteurs. À demain pour de nouvelles aventures.